L'art est un acte de création et la connexion, elle, agit comme un pont. Pour moi, nous sommes tous connectés à tout. Ce qui me semble essentiel, c'est savoir écouter, comprendre et accepter la contradiction. C'est d'identifier avec empathie nos émotions et leurs sources. C'est avoir de la connexion avec d'autres personnes. Avoir cette petite étincelle qui fait qu'on est sur la même longueur d'onde. Et puis à partir de ce lien, de pouvoir partir à la rencontre de l'univers de l'autre. Je pense qu'il faut poser des questions. Quand on pose une question à une personne, il faut vraiment que la réponse nous intéresse. C'est un peu salut, tu vas bien, et puis on part. Et puis l'autre, il dit, je vais bien, et toi, et puis tu l'as plus entendu. Tu es déjà au bout du couloir. Donc le tu vas bien, il t'a pas intéressé. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont super importantes. C'est se connecter à ce qu'on fait sur le moment. La connexion, il se fait par l'intérêt sincère du sujet que je photographie. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'art de connecter. Votre rendez-vous pour renforcer, améliorer et même transformer votre univers relationnel. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous faire découvrir un artiste que j'affectionne particulièrement parce que comme vous le savez, l'art de connecter, c'est aussi d'aller à la rencontre de ces personnes qui utilisent leur art pour se connecter au monde extérieur. Et pour aujourd'hui, j'ai rencontré Petar Mitrošević qui est photographe. Il a relevé plusieurs fois le défi de me prendre en photo. On a bien rigolé parce que au départ, je lui ai tout de suite dit mais en fait moi je suis pas du tout à l'aise. Et il a su par son humour, sa douceur et sa générosité me mettre en condition pour pouvoir réaliser plein de photos que vous retrouvez d'ailleurs sur mon site internet. Petar, il est connu aujourd'hui comme étant le photographe des stars, puisque chaque année, il nous enchante avec des photos de Cannes. Et il photographie également les personnalités publiques de Suisse. Et malgré tout ça, ça reste quelqu'un de très accessible. Vous pouvez facilement réserver un shooting photo avec lui. Et je vous garantis un moment de plaisir, de rire avec lui. Dans cette rencontre, Petar parle sans tabou de son histoire, c'est un enfant de la guerre, de comment il a évolué en Suisse, de ce parcours absolument incroyable qu'il a mené jusqu'à aujourd'hui. Et donc sans plus attendre, je vous laisse à ma conversation avec Petar. Coucou Petar. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui pour cet épisode de l'art de connecter. Ce que je vais te demander, c'est ce que je demande à tous mes invités, c'est de te présenter sous la forme d'une métaphore. Métaphore, moi j'aime bien la phrase d'Oscar Wilde qui disait « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris ». C'est drôle, mais en fait c'est assez vrai. Quelque part, on est dans une société, on essaie tous d'être quelque chose ou quelqu'un, sauf nous, parce qu'on a peur d'être nous. Donc c'est quelque chose qui me représente assez bien. Qu'est-ce qui te fait peur d'être toi ? Longtemps, le jugement de l'image en Suisse a été compliqué parce que l'intégration en tant qu'étranger, j'avais trouvé des subterfuges quand j'étais jeune à l'école, je m'étais inventé jusqu'à avoir des noms et des prénoms et puis carrément une nationalité pour qu'on me foute la paix. L'école obligatoire, c'était typiquement, je me souviens qu'à l'apprentissage, j'étais jusqu'à signer mes tests, au lieu de m'appeler Petar, je m'appelais Peter. Au lieu de m'appeler Mitrovic, j'avais mis Carter, parce que je trouvais que c'était monstrueux cool d'avoir un nom américain. La prof savait très bien que c'était pas mon nom et mon prénom, mais je jouais le jeu quelque part, et puis je m'étais acheté un peu la paix, quelques mois, le temps avec cette histoire un peu inventée, histoire d'avoir cet harcèlement parce qu'on n'était pas très à la mode, une période en Suisse, tout ce qui était ressentissant d'ex-Yougoslavie. Et finalement, ça te revient en fait 2 fois plus fort dans la tête, et puis je me suis dit, bon, il faut qu'on arrête. Je m'appelle Petar, et puis c'est comme ça, pas autrement. Donc, il y a vraiment eu ce moment où tu as assumé, où en tout cas, tu n'avais plus ce besoin de te présenter différemment. Oui, il y a un moment donné où tu te rends compte que tu peux faire n'importe quoi, tu ne plairas jamais à tout le monde. C'est à un moment donné, il y a ceux qui vont te prendre tel que tu es, puis d'autres, ils seront là avec leur jugement, et puis ceux-là, tu n'as pas prendre les heures dans ta vie, tout simplement. Il faut qu'ils restent dans leur coin. Mais il faut du temps et du recul pour ça. Ouais. Beaucoup. C'est juste. Ouais. Et puis par rapport justement à Petar, oui. Quel est ton parcours ? Par quoi tu es passé pour être le Petar d'aujourd'hui ? Moi, je suis né en Yougoslavie le 3 mars 1980. Ma mère aimait bien me raconter ma naissance, parce qu'elle me disait « Tu es né le 3 mars 1980 avec 5 kilos 100 ».
par voix basse, pour être plus précis, parce que je crois que c'était un beau bébé, de ce que j'ai compris, parce qu'il voulait me remonter un jour à moral, parce que j'avais une peine de cœur. Il me dit, je vais te raconter ta naissance. Donc il me raconte ma naissance en Croatie. Puis le 8 mars, elle était encore à l'hôpital parce que c'était la Journée internationale des droits de la femme. Et la télé croate est venue filmer un peu tous ces bébés, ces femmes qui ont eu le courage d'accoucher. Puis j'ai été filmé, il a été filmé comme le plus gros bébé de la Croatie. Alors, c'était un peu loupé pour le remontage de morale. Voilà, ma vie a commencé avec beaucoup de retard parce que j'avais pas envie de sortir. Voilà, donc je suis né dans un pays qui n'existe plus. Donc 11 ans plus tard, le pays se faisait la guerre et on s'est retrouvé avec ma famille à fuir la guerre après l'avoir vécu pendant 2-3 mois. On a fui à pied, en train. Mon père a 12 frères et sœurs qui sont disséminés à travers le monde. Donc j'en avais une tante en Allemagne, une autre à Zurich. Donc le but était d'arriver jusqu'à ma tante en Zurich qui nous attendait. Donc on est arrivé déjà jusqu'à Munich. Il fallait trouver des trains qui nous y amènent parce que les trains étaient pris à l'époque pour cible. Tout train qui sortait de la Croatie était pris pour cible par l'armée. Je ne sais pas quelle armée, puisque l'armée yougoslave n'existait officiellement plus, mais il y avait encore des soldats qui étaient fidèles à cette armée qui attaquaient un peu toutes ces personnes qui fuyaient le pays. Donc on a réussi à fuir jusqu'à Munich. Et puis à Munich, ma autre tante est venue nous chercher jusqu'à Zurich. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est prise en tête avec mon père. On a fini la rue, donc il a fallu vivre pendant un petit mois dans la rue, tout simplement avant de trouver une solution de logement. On a été accueillis après par l'ambassade croate avec des locaux à disposition. On avait réussi à trouver une chambre, mais c'était provisoire. Ensuite, il y avait la Croix-Rouge qui nous avait trouvé en fait un centre de requérant d'asile. Et là, la police judiciaire s'est présentée un jour à la porte avec des cartons rouges. Je me souviendrai toute ma vie de ces cartons rouges parce que ça fait un peu foot. Donc on nous donnait des cartons rouges et on nous a pris nos passeports, qui étaient des passeports yougoslaves à l'époque, d'un pays qui n'existe plus. Bien sûr, ouais. Puis ils nous ont très poliment dit, vous donnerez ces cartons à la douane à Bâle lorsque vous sortirez, et puis on vous rendra vos passeports. Donc c'était en fait un avis d'expulsion, tout simplement. Ils ont estimé que la Croatie n'était plus en guerre, mais comme mon père était officier d'armée, et puis que nous avons des origines serbes, mais on vit en Croatie, c'est un peu compliqué pour lui de retourner là-bas. On est parti à Bâle, mais pour demander cette fois-ci officiellement l'asile en Suisse. De réfugiés, de statut de réfugié politique. Et là, il y a toute la procédure qui s'enclenche. Donc on part après 3 ans à Zurich, on nous met dans un canton roman. Donc on arrive à Neuchâtel, centre d'enregistrement pour les requérants d'asile et d'enquête. Là, il y a tout un tas d'interrogatoires qui se font sur nos parents pour déterminer si oui ou non nos vies sont en danger. Et en fonction de ce qu'ils ont déterminé, on vous remet dans un centre de requérants d'asile. Là, c'était à Crissier. On a fait 2 ans. Après, une année à Sainte-Croix. Après Sainte-Croix, on est reparti sur Renan. Et on a reçu, après 7 ans d'attente, en fait, notre statut de réfugié politique, notre permis B. C'était ça à l'époque, voilà. Tout ça, il faut recommencer à chaque fois une langue. Donc en Zurich, c'est l'allemand. En Suisse romande, c'était le français. Aucune des 2 langues, j'en causais aucune des 2. Donc il a fallu à chaque fois se réintégrer. C'est une nouvelle mentalité. Elles ne sont pas pareilles entre les Suisses allemands et les Suisses romands. On se rend bien compte même aujourd'hui qu'il y a des grosses différences. Et en fait, tout ce parcours-là était assez compliqué pour moi parce que je venais d'un pays qui n'était pas très à la mode à l'époque. On n'était pas très aimé parce que malheureusement, quand nos compatriotes faisaient parler d'eux, c'était parce qu'il y avait toujours eu des actes de violence sous formes différentes. Donc on souffrait un petit peu de cette image, les Yougos. Donc en fait, il a fallu faire doublement sa place dans la société. Ça m'a fait en fait pas aimer l'école tout simplement pendant toute cette enfance-là. J'ai pas du tout apprécié cette partie scolaire-là. Puis je me suis un peu affranchi de tout ça à la fin de mon apprentissage. J'ai fini mon apprentissage, je me suis dit c'est bon, les études c'est fini. J'ai plus besoin de faire partie d'un groupe où il faut s'intégrer. Et puis je me rends compte quand même, aujourd'hui je suis intégré, il n'y a aucun problème, tout va bien. Mais j'ai ce besoin assez souvent de m'isoler, de me dire voilà, travailler avec des collègues c'est bien, ça va un moment, mais à un moment donné, pour être soi-même, j'aime bien rester dans mon coin. Donc ça, je pense, ça c'est resté de ça. Mais ça, c'était un petit peu le parcours jusqu'à ma scolarité obligatoire d'apprentissage en plein de commerce, j'ai fait. D'accord. Ça, j'ai fait 3 ans, dans un domaine assez passionnant qui était le mobilier contemporain. Des chaises et tables qui coûtent très cher, donc tout l'opposé d'IKEA. Et ensuite, j'avais très envie de rentrer à la police. C'était quelque chose que j'avais un peu une envie de faire la justice, de manière à rendre la justice aux gens qui souffrent d'harcèlement, mais c'est un petit peu ce qui était mon cas à l'école. Donc j'avais une espèce d'envie, parce que je me suis très vite rendu compte que physiquement j'étais un peu plus fort que les autres, et puis que l'harcèlement ça allait à un moment, mais si je décidais de me défendre, on me foutait la paix. Qui n'était pas le cas de tout le monde. Pas tout le monde est grand et fort, et puis pas tout le monde peut se défendre. Je me suis dit, je vais me lancer dans la police. Sauf qu'à l'époque, je ne pouvais pas. J'étais permis B. La nationalité suisse, ça prenait du temps. Je devais attendre 12 ans pour entamer la procédure. Et je me souviens que j'ai tellement cassé les pieds à la police de Lausanne à l'époque pour faire au moins l'examen qu'ils ont accepté.
avec mon permis B en poche. Ils ont accepté que je passe l'examen avec eux pour que je voie comment c'est. Donc, il n'y avait aucune promesse d'engagement ou quoi que ce soit au bout. Il y avait éventuellement le commandant qui était prêt à faire un courrier à la municipale en charge à l'époque, qui était dans Doris Dumani, pour lui dire qu'il faut accélérer les choses parce que je suis à l'école de police. Donc, c'est chose qui s'est passée en 2023. Je rentre à l'école de police parce que j'ai réussi mes examens et puis et je me fais ma naturalisation en même temps. Ça m'a prouvé jusqu'en fait que malgré des règles, il y a une règle, il faut être suisse, il faut faire l'armée. Je suis passé un peu au-delà de ça. Et juste un peu de volonté, je suis arrivé, mais j'ai très vite déchanté de ce milieu-là parce je me heurte à nouveau à une problématique raciale. Je suis de nouveau le premier ou le deuxième ou le troisième Yougo qui débarque sur le canton de Vaud. À Genève, j'étais le premier, j'ai fait les 2 cantons et je me rends très vite compte que je suis pas prêt pour ça parce que la gestion de tout ce qui est un peu injuste, j'avais une manière de gérer ça de manière très violente. L'injustice, c'est quelque chose qui me fait sortir de mes gants et puis je me suis dit, bon, avant de faire des bêtises, je vais arrêter là. Puis donc je suis revenu en plein commerce. Ça, c'était en quelle année? Alors, en 2003 et en 2004, à l'école de police. 2003-2004, Voilà, ouais. l'école de police à Lausanne, pour la ville d'Arnon. Ça, c'est pour être policier, tout court. Et à Genève, c'est l'école de police judiciaire. D'accord, oui. En 2004. Puis ensuite, je reviens. Alors, j'ai fait un bref passage pour la sécurité parce qu'il fallait trouver un travail dans l'histoire. Donc, je me suis fait engager chez Protectas comme garde-corps pour une marque de montre à Genève pendant 3 ans. J'en avais marre de porter l'arme, surtout. Je suis revenu comme employé de commerce. Et puis, là, en fait, j'ai repris un peu mes amours de la photo. J'ai toujours aimé faire ça en parallèle de mon job. Et puis, c'est là où j'en suis maintenant. En fait, je suis toujours à l'État, à la caisse de chômage. Une espèce de stabilité comme ça que je vais quitter bientôt. Donc, tu as cette côté stabilité de l'État et cette photo qui est ta passion, et bien plus, j'ai envie de dire. C'est bien plus qu'une passion. Oui, j'ai un psychologue du sport qui m'avait analysé un temps, qui a donné en fait 2 phrases sur une feuille de papier. Il me demande, en fait, il a tenu la feuille à l'envers, et puis il me demande quelles sont les 2 choses les pires que tu as vécues dans ta vie. Je n'étais pas très motivé de lui parler ce jour-là, j'étais fatigué, je dis, bon, je suis tombé d'un arbre, puis j'ai fait une fugue. Ce qui est vrai dans tout ça, mais c'était pas la pire des choses. Puis ouais, vous avez vécu quand même pire que ça. Et puis en fait, il tourne la feuille, puis c'était marqué guerre, et puis ensuite, dessous, c'était marqué père violent. Pour la guerre, c'était un peu facile de déduire entre l'année où je suis venu en Suisse, etc. Ça, je peux comprendre. Mais par contre, le père violent, j'aimerais bien savoir pourquoi. Il dit parce que vous avez une facilité d'interpréter la gestion du langage corporel chez les gens. Lorsqu'on vous ment, vous le savez tout de suite. Il y avait un autre camarade qui, lui, avait fait des études dans ce domaine-là, qui avait aussi une facilité, mais il dit c'est pas pareil. Et c'est souvent, pas toujours lié à un parent violent. Ça peut être votre maman. J'ai mis papa parce que il a dit j'ai fait un raccourci un petit peu rapide par rapport aux origines et puis sa connaissance de la manière d'éduquer les enfants à l'Est. L'enfant, quand il est petit, il a quelques secondes pour savoir si le papa qui rentre à la maison est de mauvaise ou de bonne humeur. En faisant ça, on lit inconsciemment déjà le comportement du père. Et en le faisant au quotidien, tous les jours. Parce qu'en fait, c'est de la survie, on évite les coups, quelque part. Inconsciemment, on développe ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je fais une photo, portrait, souvent, quand je suis en connexion avec une personne, je sais au moment où j'appuie avec le bouton que c'est ce portrait-là qui va être le bon, parce que je vois que la personne, elle est enfin elle-même. Ça ramène à la phrase du début que j'ai dit. La personne, elle est enfin elle-même, et puis j'ai une espèce de vérité dans le portrait que je fais. Mais j'arrive pas à l'expliquer, c'est quelque chose que je ressens, en fait, c'est un truc qui se passe dans mon... C'est de la même manière que quand quelqu'un essaie de me rouler, j'ai aussi un ressenti, mon corps, il me fait un truc, c'est sur le ventre chez moi que ça se passe. Excellent. Voilà. Là, tu vois, moi, mon idée de concept, on en avait déjà parlé, l'art de connecter. Si je te dis l'art de connecter, ça te fait penser à quoi? Comment tu définis l'art de connecter? Se connecter à la personne qui est en face, on est en connexion en permanence. C'est ça qui fait, il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles à ça. Moi, je suis assez sensible, il y a des gens en présence de qui je suis très à l'aise, et d'autres personnes, j'ai qu'une envie, c'est de partir, me lever et partir. Parce que la connexion, j'ai fait que cette personne-là me convient ou pas. D'accord. C'est plus connexion par rapport aux énergies qu'une personne peut dégager, qui peut être bonne ou mauvaise, ça dépend qui. Et comment tu définirais alors ton art à toi, Petar, à te connecter? Ah là là, question très complexe. C'est le ressenti, en fait. J'ai quelqu'un qui m'a demandé l'autre jour, pour illustrer ça, pourquoi est-ce qu'on écrit cette phrase-là comme ça en français, et pourquoi c'est comme ça qu'il faut l'écrire pour que ça soit juste. Je sais écrire le français, je fais très peu de fautes d'orthographe,
mais je ne sais pas pourquoi ça s'écrit comme ça. Là, c'est pareil, j'arrive à t'expliquer de manière différente. C'est qu'en fait, lorsque je suis en shooting avec quelqu'un, je discute avec cette personne. Moi, j'ai en fait les premières minutes que la personne rentre dans le studio, je l'observe beaucoup. Je suis quelqu'un qui observe toujours énormément. J'observe beaucoup la manière dont elle se comporte, s'il est à l'aise ou pas. Il y a des gens qui rentrent, ils sont tout de suite à l'aise. Parce que c'est leur caractère qui est comme ça, ils sont à l'aise avec les gens. Ce sont des gens qui sont commerciaux, vendeurs, ils ont un peu cette façon d'être très à l'aise. Ceux-là, ils sont minoritaires et majoritairement, les gens qui rentrent, ils veulent pas. Moi, j'aime pas les photos. Souvent, j'entends ça. Je suis pas bien en photo, je suis pas photogénique, je suis moche, je suis pas beau. Ce sont des choses qui viennent souvent. Et puis, en fait, là, je me dis, bon, cette personne-là, il faut la mettre à l'aise. Donc, souvent, on a une discussion, je regarde un petit peu ce qu'elle fait avec ses mains, je regarde un petit peu, ce sont les mains qui font comme ça, qui se frottent, en disant, bon, bah, qu'est-ce que je fais là? C'est des gestes de malaise. Donc, en fait, je me connecte très vite à cette personne-là. Et puis, ce que j'essaie de faire, c'est de me mettre au même niveau qu'elle. J'aime pas être pris en photo, c'est pas pour rien, je suis de l'autre côté de l'appareil. Il y a personne qui aime vraiment ça. Il y a peut-être des gens qui adorent ça parce que c'est leur job, mais même ceux-là, au bout d'un moment, ils sont fatigués de l'exercice. Je lui fais juste comprendre que finalement, on est tous pareils, personne n'est pris en photo, mais si on sait s'y prendre de manière simple, on a tous une photo de nous qui, on se dit, ah, j'aime bien me voir sur cette image, c'est moi. C'est comme ça que je m'aime bien. Ou tiens, c'est marrant, je me voyais pas comme ça. C'est intéressant parce que ça me plaît. Cette connexion, en fait, c'est souvent en échange. Il y a des gens qui vont beaucoup parler, qui vont faire des blagues. C'est un peu des profils clowns. Donc j'attends qu'ils se calment, tout simplement. Je commence par poser des questions très simples. Qu'est-ce que tu n'aimes pas chez toi? C'est très intime comme question. Après, je précise que je parle au niveau du visage, que le corps, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Parce que c'est finalement le visage. Mon terrain de jeu, c'est le visage. C'est là-dedans qu'il y a des émotions. Et puis souvent, il y a quoi que tu n'aimes pas dans ton visage. C'est ce qui est un profil que tu aimes plus qu'un autre. Et puis les gens, je vois qu'ils sont perdus. Il y a ceux qui savent, c'est droite, c'est pas gauche. Puis souvent, on leur prouve que les deux, ça va aussi. Mais en fait, là, la personne, elle va un petit peu plus en introspection. Puis je vois comment elle réagit. Puis je pense que c'est une question d'attitude, j'en sais rien. Moi, je n'ai jamais été quelqu'un dans le jugement, en fait. J'ai fait des reportages en Corée du Nord, on m'avait prédit un voyage horrible. J'ai dit un voyage génial. Alors, je ne vivrai pas en Corée du Nord, mais ça s'est très bien passé parce que je me mets souvent à la place des gens. Je me dis, ces gens-là, ils ont eu maintes photographes, reporters qui sont venus, qui sont repartis en les jugeant, en descendant le pays. Finalement, ce n'est pas les 4,5 millions d'habitants qui représentent un président. Ils n'ont pas choisi de naître là-bas, donc ils sont nés dans ce pays-là. Maintenant qu'ils y sont, comment ils font? C'est ça qui m'intéressait, c'est quelles sont leurs sources de joie, leur bonheur, etc. Ils doivent être heureux comme tout le monde, de temps en temps, puis déprimés comme tout le monde. Et du coup, ça s'est bien passé parce qu'il faut s'intéresser simplement à la personne, mais pas s'intéresser comme un petit peu un commercial qui s'intéresse à toi quand il te pose une question. J'ai un ami avocat, il me fait rire parce qu'il me pose toujours plein de questions très ouvertes. Puis quand je commence à répondre, il est parti, il m'écoute pas. Il n'entend pas la réponse. Je pense que c'est de l'automatisme. Maintenant, j'ai appris avec le temps, quand il pose une question, je vais oui ou non, parce que plus que ça ne m'intéresse pas. Je pense qu'il faut poser des questions. Quand on pose une question à une personne, il faut vraiment que la réponse nous intéresse. C'est un peu salut, tu vas bien, et puis on part. Et puis l'autre, il dit, je vais bien, et toi? Et puis tu l'as plus entendu. Tu es déjà au bout du couloir. Donc le tu vas bien, il t'a pas intéressé. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui sont super importantes. C'est se connecter à ce qu'on fait sur le moment. Sur le moment, je parle avec Sandrine. Quand je lui demande comment ça va, ça m'intéresse réellement. Et ça a déjà un autre impact que si je dis ça va, puis si je me retrouve en train de préparer mon matériel, tu vas le voir. Tu vas dire, en fait, ma réponse, ils sont fous, quelque part. Donc, en fait, il faut vraiment être connecté à ce qu'on fait sur le moment. Ça demande de l'énergie. Moi, souvent, au bout d'un shooting, je suis fatigué. C'est clair. Parce qu'il y a un échange. Je pense qu'après les coiffeurs, il y a les photographes qui entendent beaucoup d'histoires, beaucoup de choses. On se confie à nous, parce que peut-être on inspire confiance, et puis du coup, on a plein... Les gens se déversent, tout simplement. Pour qu'ils soient bien, moi, ça me va, je fais mes photos, et puis du coup, ils repartent avec des bonnes photos. Nous, on prend aussi, donc du coup, après, il faut que nous, après, on se repose aussi. Bien Donc, sûr. la connexion, elle se fait par l'intérêt sincère du sujet que je photographie. Et je confirme, parce que tu as relevé plusieurs fois le défi, me prendre en photo. C'est vrai, je me souviens, qui m'a dit que tu n'aimais pas trop ça. Exactement, exactement. Je me souviens bien des gens qui me disent qu'ils n'aiment pas ça. Avec certains, c'est beaucoup plus rapide que d'autres. J'ai une dame qui est venue l'autre jour et me dit, je vous préviens, je vais être chiante, ça va prendre beaucoup de temps. Ça a pris 45 secondes. Après, c'est pas le but, j'arrive pas à faire ça avec tout le monde. C'est juste que j'ai regardé comment elle bouge, je trouvais qu'elle avait Pour le coup, c'était une ligne, c'était une dame qui était assez fine, donc il y avait une ligne à photographier, elle est bien avec son outil de travail. C'est un truc assez particulier, elle filme des lieux qu'on peut ensuite visiter en 3D. D'accord. Voilà, donc pour filmer ça, c'est une caméra un peu particulière, donc elle a voulu être prise en photo avec sa caméra.
Je lui ai fait prendre une position, j'ai raconté une blague, et puis en fait, la première photo était la bonne, tout simplement. Et puis j'aime voir ça, cet étonnement dans son regard, des fois, ah ouais, en fait, oui, ça marche bien. Puis d'autres personnes, ça va prendre plus de temps. Puis il faut être juste prêt à donner ce temps-là. Puis c'est pour ça que quand je fais mes shoots, je dis on se voit à telle heure, mais on ne sait pas quand ça finit, sauf si c'est des shootings qui sont des shootings professionnels où là c'est un peu plus cadré, ou bien c'est des trucs un peu rapides pour les photos CV ou autres, il n'y a pas besoin de connexion, c'est une autre démarche. Mais après, quand on dit à la personne tu viens temps, on prend le temps qu'il faut. Déjà la personne se dit ah ouf, ça va, je suis pas pressé par le temps. Donc les gens sont un peu plus détendus déjà, juste par cette espèce d'information-là. Excellent. Tu as fait la roue de la communication, la roue relationnelle. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais envie de partager par rapport à cette roue? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience pour toi ou des... Bon, elle n'est pas très ronde déjà, ma roue. Hein. D'accord, elle n'est pas très ronde. Oui, en fait, il y a le point gestion des personnes en colère qui est très bas. C'est vrai que c'est une question qu'on m'a jamais posée. C'est une question qu'on se pose pas, en fait. Il faut être honnête. D'accord. Les autres éléments, oser parler en public, je suis pas très fort pour ça. Ça, je le sais, tout ça. Mais gestion des personnes en colère, c'est vrai que c'est un point où j'ai mis 1 sur 10. Parce que lorsque quelqu'un est en colère, je réponds pas à la colère. Ok. C'est automatique, en fait. Et puis, je me rends compte que c'est pas toujours la bonne manière de faire. Enfin, c'est jamais la bonne manière de faire. Dans le monde idéal, il faudrait jamais être en colère. Ce qui donnerait beaucoup, beaucoup moins de guerre sur Terre. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Le fait de gérer la colère des gens par de la colère, je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, parce que souvent, quand les gens sont en colère, c'est qu'ils ont été mis en défaut, qu'ils ont été mis en position de faiblesse, et puis qu'ils savent plus comment se défendre ou répondre, parce qu'il y a un manque de répartie, manque de vocabulaire, manque de ce que tu veux, en fait, finalement. Et puis c'est la colère qui parle, qui prend le dessus. Et puis finalement, se mettre à leur niveau, c'est pas très, très intelligent. Puis je me rends compte que ce point-là, il faudrait que je le bosse un peu plus. Ok, donc voir un axe de développement sur cette notion de Ouais, gérer il y a de la colère. marge là, il y a 9 points à développer là quand même, sur 10. C'est sûr, c'est sûr. Moi, je dis souvent, les personnes en colère sont des personnes qui sont en profonde insécurité. Et souvent, on est la victime de cette colère qui est pas forcément dirigée contre nous. Et moi, ça m'aide en fait à mieux gérer, tu vois, les gens sur la route qui peuvent être très en colère, et puis à pas rentrer dans cette spirale de la colère. Mais c'est compliqué d'arriver à pas être pris par notre affect. Puis c'est pas avec tout le monde la même chose. Et la colère attaque tout notre amour-propre. C'est sûr. Et ça, c'est toujours très compliqué quand on s'attaque à ça. Puis on en a tous un qui a des niveaux un peu différents, ça dépend chez quelle personne. Et puis, je pense de par le fait aussi que le fameux papa violent, qui s'est fait plaisir sur ce point-là, je dois l'admettre, m'a fait me promettre qu'il n'y a plus jamais personne qui sera en colère contre moi. Je ne tolérerai plus personne manquer ce respect-là vis-à-vis de moi. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais toujours être extrêmement calme, poli et gentil avec tout le monde, de 0 à 100 ans. Par contre, peu importe qui j'ai en face de moi, s'il est en colère ou il me prend de haut, me manque de respect, me fait sentir que je ne suis pas de son rang social. Ça, c'est un truc qui est rédhibitoire chez moi. Il va vite comprendre qu'il faut qu'il redescende. Mais je pense qu'il y a une autre manière de le faire comprendre. Possiblement. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que est-ce que tu oses pas dire non de peur de mettre les gens en colère? Oui, je pense que c'est ça. Oui, parce que j'aime pas décevoir les gens. Et puis, peut-être qu'il y a une part de colère, en effet, mais c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. C'est juste, en fait, c'est de me dire que on peut pas satisfaire tout le monde. Mais des fois, je dis non à des mandats parce que des personnes me disent, écoutez, j'ai pas de budget, ou c'est 0, ou c'est très, très bas. Et puis, je suis tiraillé entre le fait de vouloir leur faire plaisir, leur faire un cadeau. Mais bon, on fait des cadeaux à tout le monde, c'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, c'est nous qui nous épuisons. Et le fait de dire, mais en fait, il faut que je pense aussi à moi. Donc, en fait, faire plaisir à l'autre ou à soi. Voilà, c'est ça le gros dilemme. Et souvent, je penche vers l'autre et pas moi. Ça fait penser à ta phrase du début. Oui. On revient là-dessus, d'une manière ou d'une autre. On revient un peu là-dessus, oui, chaque fois, c'est vrai. C'est un beau fil rouge. Et par rapport à ton parcours, est-ce que tu as eu des croyances en lien avec le monde relationnel ou les relations en général que tu as dû d'une manière ou d'une autre, on va dire, assouplir, alléger, voire même des fois casser, pour arriver là où tu es aujourd'hui? Tout le monde ment. C'est la phrase de Dr House. J'aime beaucoup cette phrase. C'est la sienne, mais c'était un peu ça. C'est comme ça que je voyais le monde, en fait. J'ai eu un grand-père qui m'a donné une éducation à l'ancienne, très à l'ancienne. Une parole, c'est une parole. Et on la tient, même si ça nous coûte la vie. Alors, c'est très extrémiste. Et en fait, de par le fait d'avoir cette éducation-là, lorsque quelqu'un me dit, écoute, demain, on sort à 5 heures,
et puis que ce rendez-vous de 5 heures, il est pas respecté parce qu'il a eu un empêchement, je me suis dit, en fait, il s'est foutu de ma gueule, il n'a aucun respect par rapport à ma personne. J'ai dû assouplir ça parce qu'on a tous des imprévus. Moi, le premier, hein, j'en ai eu, et puis j'étais très mal en disant, mais en fait... Puis en fait, j'ai dû assouplir un petit peu mes attentes vis-à-vis des gens lorsqu'ils donnent leur parole. Parce qu'en fait, la société est faite de 10 milliards de personnes sur Terre et qu'on est tous différents et tous uniques à notre façon à nous. Et si on a des attentes vis-à-vis de toute personne qui nous entoure, on va être très vite fatigué. Donc j'ai dû assouplir mes attentes. Ouais, et c'est comme tu dis, cette croyance du tout le monde ment et que c'est pas forcément du mensonge. C'est pas forcément du mensonge, c'est... Un jour, ma chef m'a dit un truc, il m'a dit, parce que je me dis, si je donne à mon collègue à gauche 20 dossiers à travailler, bah, sur droite, il doit en avoir aussi 20. Et si c'est pas vraiment équitable, j'ai un gros souci, je bug, et puis je m'arrête là, et puis en fait, moi, tant que c'est pas équitable, j'ai de la peine à aller de l'avant. Puis elle m'a dit, ouais, tu fais chier avec ton côté un peu équitable, toujours équitable, c'est pas toujours possible. Et puis en fait, j'ai un peu mal pris ça en me disant, mais en fait, c'est ceux qui font pas les choses toujours droites, de manière équitable, finalement, eux, ça va. Et puis ceux qui essayons d'avoir les choses les plus justes, on devient un petit peu les parias ou bien des personnes qui emmerdent la société environnante. Et puis, c'est très compliqué. Hein. Au jour d'aujourd'hui, encore, j'essaie de mettre de l'eau dans mon vin, mais je me dis, moi, je suis dans le relationnel à Roger. Pendant 1 heure de temps ou 2 heures, peu importe le temps que je prends pour shooter une personne, pendant ces 1 heure ou 2 heures de temps, j'ai aucun jugement sur la personne. Ça pourrait être, je vais aller très dans l'extrême, ça pourrait être Adolf Hitler, j'aurais très envie de savoir qui est ce monsieur-là et pourquoi il est comme ça, pourquoi il a réagi comme il a réagi, pourquoi il s'est comporté comme il s'est comporté, etc. Bon, c'est 1 heure et demie, 2 heures, je donne toute mon innocence et mon naïveté à ça. Par contre, si on va aller plus loin dans notre relation humaine, là, je vais avoir tendance à avoir des attentes vis-à-vis des valeurs, etc. Puis finalement, mes valeurs à moi ne sont pas forcément un standard de la perfection. Et puis finalement, ce que moi j'estime mal éduqué, pour toi, c'est pas grave. Et ce que tu estimeras chez moi de mal éduqué, pour moi, c'est pas grave. Donc, c'est de comprendre un peu toutes ces choses-là, que les gens, en fait, le monde ne tourne pas autour de nos sensibilités. Voilà. C'est très juste. Hein. On évolue tous avec notre parcours, nos valeurs, et puis c'est comme on arrive à connecter ensemble. Puis il faut les adapter avec le temps. Ça s'adapte. Je veux dire, ce qui était important il y a peut-être des années en arrière, du temps de mon grand-père, n'en est peut-être beaucoup moins aujourd'hui, parce que tout change, tout bouge, tout va très vite, surtout de nos jours. Hein. On zappe. À l'époque, on avait, je sais pas, je prends l'exemple, un groupe de musique qui va durer 30 ans, qui va plaire à plusieurs générations. Je prends YouTube, au bol. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, on est plus dans une époque où il y a un groupe qui va émerger, ou un chanteur, il va durer un petit moment, puis on va zapper, on va passer au suivant, et puis tout va beaucoup, beaucoup plus vite. Je me parlais comme un vieux, mais j'ai que 40 ans finalement, et je me dis qu'en fait, tout va beaucoup plus vite plus tôt dans la vie des gens. Ce discours-là, c'est mes grands-parents qui l'avaient, parce que les ordinateurs débarquaient, puis ils disaient « Oh mon Dieu, c'est quoi cette machine? On n'a pas besoin de ça. » Mais ils étaient déjà à l'âge de la retraite. Là, aujourd'hui, j'ai 40 ans et je me rends compte que les choses vont tellement vite. Puis si on ne s'adapte pas un tout petit peu, un minimum, on est vite un peu dépassé, perdu et puis déçu. C'est clair, c'est clair. Et j'ai encore une question que j'ai envie de te poser parce que tu es quelqu'un qui fréquente, on va dire, des célébrités, hein, puisque on parle des fois de toi comme étant le photographe des stars. Et puis, finalement, pour connecter avec ces personnes qui sont connues, hein, que ce soit des personnalités publiques en Suisse ou même des acteurs, actrices, quels sont les outils que tu utilises pour connecter avec ces personnes-là? J'en ai un tout premier qui est un outil qui est un peu impalpable, donc il faut que ça parle aux gens, il faut qu'ils y croient beaucoup. Je m'étais demandé une fois comment je pourrais faire pour photographier. Je me suis dit, allez, Tom Cruise, parce que comme acteur, je trouve qu'il fait des beaux films, ou Tom Hanks, ou peu importe. Et je me suis dit, mais ces gens-là, tout le monde a l'air accessible quand on prend notre téléphone, parce qu'ils sont sur notre écran, ils sont dans notre main, quelque part. C'est un nom qui parle, et ça donne l'illusion que c'est très facile, mais ça l'est pas du tout. Et en fait, je me suis mis un petit peu dans la voie de l'attraction. Surtout, ça, c'était ma première étape en disant, j'ai un objectif à atteindre. J'aimerais bien pouvoir photographier ces gens, attirer leurs portraits, mais simplement vous prouver aux gens qu'ils sont comme nous tous. Hein. Et puis, il n'y a pas besoin de le prouver quelque part, on le sait, mais il faut le rappeler de temps en temps. Et du coup, en fait, je me suis donné un peu cette espèce d'objectif. Et puis, à partir du moment où je me suis donné, puis j'y ai cru, surtout, lorsque j'écrivais un mail contact à... J'en sais rien, je vais prendre au bol qui est-ce que j'ai eu comme première personnalité que j'ai photographiée. Quand j'ai commencé, c'était M. Brella. Monsieur et Madame Brella. M. Brella a participé avec Madame Brella à un projet contre les préjugés. J'avais envie de lui écrire un mot sur son front, voilà, qui était le mot génie, parce que ce monsieur est un génie de mathématiques, et puis il est assez bluffant quand on le voit aller dans ce milieu-là. Puis je me suis dit, en fait, je vais faire comme tout le monde, je vais l'écrire. Donc j'ai écrit un mail, et puis j'ai reçu une réponse.
Puis je me suis rendu compte qu'en faisant cet exercice-là, que finalement, si on n'ose pas faire le pas à écrire ou à contacter une personne, bah, on va rester sur une croyance qui dit finalement, c'est impossible. Bien Mais en sûr. fait, ça l'est pas. J'ai pas atteint 100% des objectifs en disant j'aimerais photographier monsieur Obama ou le pape, peu importe. Parce que là, on peut écrire ce qu'on veut, c'est plus de la chance au bout d'un moment. Mais quand on a un, on fait un deuxième, on fait un troisième, on fait un quatrième. Puis finalement, ça marche. Jusqu'au jour où je suis arrivé à discuter avec le rédacteur en chef du Matin.ch, qui est un ami, autour d'une bouffe. Je lui ai dit, en fait, on fait comment pour aller à Cannes? C'était ça, un peu la grande question. Puis il me dit, en fait, pour aller à Cannes, il te faut une lettre d'un média, puis après, tu dois remplir tout un truc en ligne, et puis après, tu attends ta réponse. Et puis, c'était très intéressant, en fait, la première expérience. Donc, il m'a fait sa lettre il y a 3 ans, donc je l'envoie au Festival de Cannes, qui me répondent que je n'ai pas mon accréditation, ni pour le tapis rouge, ni pour le photocall. Donc, j'ai une accréditation un peu générale, où je suis un peu parqué avec les fans, le Fans Club 2. Ils ont un espèce de coin où ils les mettent dedans, ils sont un petit peu encerclés, enfermés dedans, et puis ils crient pendant une journée entière. Je dis, mais je n'ai absolument pas envie d'être là, c'est pas ça que je voulais. Puis ma femme m'a dit, mais va en France, de toute façon, là-bas, on peut toujours mieux discuter qu'avec nous les Suisses, parce qu'ils sont un peu plus souples. Tu regardes, parce qu'il y a des demandes tardives qui se font pour les photographes qui se désistent. Puis si ça marche pas, je te rejoins, on fait une semaine de vacances et tu rentres. Donc je vais le jour où je cherche mon accréditation, je demande à la dame qui dit, je me demande où est-ce que je peux aller chercher ces accréditations tardives. Ah, mais vous avez un collègue, elle sait tout. Donc je vais vers la collègue qui sait tout, mais qui en réalité sait rien, qui m'a vers une autre collègue qui sait tout, mais qui sait toujours rien, et j'en ai fait 5 comme ça. Ils n'avaient aucune idée, puis j'ai dit, bon, je vais voir moi-même. Et depuis le moment où je dis, je vais voir par moi-même, ça aussi c'est un truc, maintenant que j'y repense, lorsque je demande à une personne tierce de me mettre en contact avec une autre personne, ça ne marche pas. Ou c'est un pourcentage très faible. Lorsque c'est moi qui m'a contacté de moi-même, cette personne sans passer par l'intermédiaire, ça marche mieux. Ça, c'est un truc à comprendre pour moi. Et du coup, je suis parti, et le moment où j'ai décidé d'aller par moi-même, c'est comme si une main m'avait pris. Je me suis promené, j'ai fait d'une traite. J'allais devant le palais, j'ai demandé si je pouvais rentrer dans le palais avec ma petite accréditation. Ils m'ont dit oui. Je prends 2 escalators. Je ne sais pas pourquoi 2. J'en prends 2. Voilà, c'est comme ça. Et j'arrive devant la porte que je cherche depuis 2h30. Ça s'appelle l'accréditation audiovisuelle. Et je demande enfin à la bonne personne où est-ce que je peux avoir ma demande tardive. Et puis il me dit, il regarde mon badge, le Matin.ch, il fait, ah mais vous les avez, monsieur. Puis je comprends pas, moi, il dit que je les avais pas. Oh mais on fait toujours ça la première fois. Waouh. Et en fait, mon problème s'est réglé très facilement, mais j'ai dû aller moi-même chercher mon truc. Puis je me suis dit, bon, c'est cool, j'ai plus rien à faire, je vais aller me faire un petit resto. Et c'est vrai que le premier jour où en fait, ils nous livrent ces stars un petit peu sur un plateau d'argent, et ils choisissent, eux, vers qui ils se retournent. On est 300 photographes sur le tapis rouge, une 150aine de chaque côté. Et puis après, de nouveau, je reviens un petit peu à ma loi de l'attraction, puis à l'énergie, à la volonté, à l'intention qu'on veut mettre. Clairement, la personne que je connaissais très peu ou qui m'intéressait pas trop à photographier, j'y mettais aucune intention, elle ne me regardait pas. La fois d'après, Tom Hanks est arrivé. J'ai même eu un échange où même lui, il a fait une espèce de selfie depuis les escaliers en me pointant du doigt, parce que c'est un acteur que j'aimais beaucoup depuis petit, parce que ses films m'ont toujours passionné. Et j'ai mis l'intention nécessaire, et pourtant je crie pas. Il y a 300 photographes qui crient. D'où le fait de l'intention, c'est super important. C'est pas le volume de la voix qui fera qu'on va te regarder. Moi, je lève juste la main. Je fais rien d'autre. Et finalement, en fait, c'est les gens comme vous et moi. Pour les personnalités suisses locales, c'est beaucoup plus... Je dirais pas que c'est plus simple, mais ils sont contents qu'on vienne leur parler comme un monsieur et madame tout le monde, parce que finalement, ils sont un peu dans une bulle à part. Et puis, on leur fait comprendre qu'ils sont pas comme les autres. Et puis, quand ils vont faire leurs courses, ils sont embêtés beaucoup plus souvent que les autres. Ils sont apostrophés dans leur rue beaucoup plus souvent. Et le fait de leur dire, là, moi, j'aimerais faire des photos. C'est votre moment à vous, c'est pas le mien. Moi, je vous demande rien, je veux pas faire un selfie avec vous. D'ailleurs, j'en fais jamais parce que je suis pas intéressé par ça. Je suis intéressé de faire le portrait de la personne et de lui faire voir que finalement, il a une facette, comme nous tous, une vraie facette. C'est ça que j'ai envie de montrer, en fait, à ces gens-là. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est passé, petit à petit. Et puis, le fait d'en avoir photographié plusieurs, là, c'est un peu comme une boule de neige. Elle grandit. Ouais, puis je précise parce qu'effectivement, quand on voit tes photos, on n'a pas du tout l'impression qu'il y a 300 photographes autour de toi qui prennent les photos de ces personnes. On a vraiment l'impression qu'il y a un lien, en tout cas, même pas que l'impression, qu'il y a une connexion directe avec toi. Il y a en effet une espèce de connexion pendant quelques secondes. J'ai eu quelques actrices qui ont même patienté parce que je demande poliment avec la main si je peux faire la photo et ils me disent oui, puis ils attendent, chose qu'ils font jamais en fait. Alors je sais pas, j'ai toujours pas réussi à identifier
J'ai discuté avec un ami il y a quelques jours en arrière qui m'a dit, il m'a dit, il y a un truc chez toi, j'arrive pas à mettre un mot dessus, lui, il n'y arrive pas à moi, encore moins, qui fait que des personnes s'arrêtent en fait, leur regard s'arrête vers moi, puis ils me laissent faire mon travail quelque part. Et puis dans tout ce chahut, dans toute cette foule qui crie, parce qu'en théorie, on n'a pas le droit de crier leur nom, c'est marqué dans les directives. Mais ça fait partie du jeu, je pense, et puis sans ça, Cannes ne serait pas Cannes, ni le tapis rouge. Mais je pense que dans tout ce chahut, il y en a qui arrivent à s'isoler, puis j'arrive à créer cette bulle, en fait, avec ces personnes-là. En disant, moi, je suis là, je fais juste une photo, et puis le sourire. Parce qu'il faut voir, puis j'observe aussi beaucoup mon entourage, il y a 300 photographes, la plupart sont des paparazzis. Et un paparazzi ne parle pas à une star comme un humain, il leur parle comme à des objets. Il leur hurle dessus, c'est violent, c'est agressif, c'est insultant des fois. Et puis je pense qu'ils ont l'habitude parce que c'est un monde moi, qui ne m'intéresse pas, du coup, dans lequel j'ai pas envie d'aller. Mais les stars, eux, ils savent comment gérer ces gens-là. En fait, finalement, ils les ignorent. Et puis finalement, ils cherchent le calme. Je sais pas, sincèrement, c'est un peu... c'est encore une part d'énigme. Mais je me dis, l'intention du moment on la met, ça fonctionne. Voilà. Oui. Mais bon, alors pour nos auditeurs suisses, tu as aussi des fois vraiment des contacts directs avec nos politiciens, parce que tu lis photographie aussi. Est-ce que c'est différent, la manière de communiquer avec eux? Est-ce que... C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Par rapport aux stars de Cannes. Oui. Oui, c'est beaucoup plus simple. Mon tout premier était M. Cassis. Il est venu faire la première route à Lausanne. Donc, on avait passé toute une demi-journée plus une soirée avec lui. Je l'ai trouvé très, très accessible. Donc, il était intéressé par les gens qui étaient autour de lui. Il prenait son temps à discuter avec les gens. On a pu échanger pendant un bon petit moment. Donc, mais on a cette mentalité, cette culture en Suisse où c'est ça que j'aime bien en Suisse, c'est qu'on est tous un peu au même piédestal quelque part. On a des conseillers fédéraux qui prennent le train avec les gens. Enfin voilà, c'est pas des choses qu'on verrait peut-être aux États-Unis où un président est entouré par sa garde rapprochée et puis il peut pas faire deux pas seul. Ici, on peut le faire. Donc, de par le fait qu'on peut le faire, on peut facilement aller vers ces gens-là. Cette année, on a eu la conseillère fédérale, Mme Elisabeth Baumschneider, qui était là, sur le tapis rouge, que j'ai vu en soirée plus tard, parce qu'il y a une soirée qui était organisée pour une soirée suisse. On a pu discuter avec cette personne comme avec n'importe quelle autre personne. Si maintenant on compare cette personne-là à une ministre française ou, je sais pas moi, un ministre américain ou anglais, c'est pas pareil. Donc ça facilite quand même beaucoup la tâche. Et puis c'est des gens qui sont comme vous et moi, en fait, finalement. Donc, il n'y a pas, parce que tu parlais de ce rang social, tu ressens pas, en fait... Pas avec ces gens-là. Pas avec ces gens-là, oui. Le rang social, je vais le ressentir plutôt avec des gens qui ont le profil du nouveau riche. D'accord. Qui n'ont pas forcément, je pense qu'ils sont de maladresse, qui n'ont pas l'habitude de ça. Ils découvrent, donc du coup, c'est un petit peu comme une ascension d'une star qui est tout au début et où ça les monte un peu la tête. Parce qu'on a quelques-uns sur Cannes, on les voit, c'est nouveau pour eux, ils ont une tête grosse comme une pastèque, et puis finalement, ces gens-là, je m'intéresse absolument pas à ces gens-là, finalement, du coup, je les zappe un tout petit peu. Puis je pense que ces nouveaux riches, c'est un peu aussi la même chose. C'est nouveau pour eux, du coup, ils se sentent... pas du même rang social, je peux enfin m'acheter mon bateau, c'est génial. Bon, lui, il roule en voiture, c'est pas grave. Ces gens-là, en fait, ils redescendent tôt ou tard un tout petit peu, parce que la vie leur fait relativiser, redescendre un tout petit peu. Les personnalités qui sont dans la politique, bien sûr qu'il doit y avoir des gens qui ont une haute estime d'eux, et puis qu'il y a beaucoup d'amour propre là-dedans. Mais en Suisse, moi, je trouve qu'ils sont encore très, très simples d'accès. Ouais. Merci en tout cas de partager ça avec nous. Avec plaisir. Est-ce que tu serais d'accord de me citer un conflit marquant que tu as connu et puis nous expliquer un petit peu comment tu as pu t'en sortir, quelles ont été tes ressources? Conflit marquant, bon, pour moi, c'est celui avec mon père, parce que c'est un conflit qui a duré dans le temps, au quotidien. J'ai un père qui a une fratrie de 12 frères et sœurs, qui a eu un papa qui ne s'est pas beaucoup occupé de lui, c'est plutôt son plus grand frère numéro 1 qui s'est occupé de mon frère, c'est le numéro 12. Donc, ils ont un grand écart d'âge. Et puis, il a été mis à l'âge de 15 ans à l'armée, en fait. Donc, lui, il n'a jamais vraiment connu l'amour. Paternel, maternel, il a toujours connu l'armée, la discipline, la rigueur et puis le bâton. Surtout à son époque, on éduquait les enfants avec le bâton. Donc, il a refait ça avec moi, tout simplement. Il a juste fait un copier-coller parce on lui a jamais montré autrement les choses. Ce conflit, c'est un conflit qui a duré très longtemps, qui a de l'impact aussi. Chez moi, il y a beaucoup d'impact sur la confiance que je peux avoir en moi, parce que c'est un père qui a martelé pendant toute mon enfance que je n'arriverai jamais à rien, que je suis un voie à rien, que l'école, j'étais nul parce qu'il fallait apprendre le français, être bon à l'école, c'était pas évident. 3 ans avant, il fallait apprendre l'allemand, être bon à l'école. En même temps, c'était non plus pas évident parce que tous les cours sont donnés dans une langue que tu comprends pas.
Et du coup, bien sûr, ça déçoit le père. Donc lui, il y a une punition, il faut faire l'impossible, etc. Donc l'empreinte psychologique d'un père comme ça, elle est énorme parce qu'en fait, ça impacte jusqu'au jour d'aujourd'hui. Hein, j'ai beaucoup enlevé. J'étais le voir. Quand j'ai commencé ma première école de police, pour lui, il a fallu que je fasse carrière à l'armée. Si je n'avais pas fait militaire de carrière, j'avais loupé ma vie. Voilà, c'était un peu comme ça le message qu'il essaie de me faire. Et puis, policier, c'était un militaire raté, de toute manière. Et ma mère, elle m'appelle un jour en disant que mon père a fait un ILUS. Il a eu un cancer au côlon 2 ans auparavant, et puis là, il y a eu une réaction par rapport aux intestins. Donc, un ILUS, on peut en mourir. Donc, on a engagé son pronostic vital. Il part à l'hôpital, il le récupère, tout va bien. Et puis, bon, bref, je dois aller le voir. Donc, je sors du travail, je vais le voir, je rentre dans la chambre, et comme d'habitude, je dis salut, ça va bien, t'as mal? Non, voilà. La discussion s'arrête à ça. Et puis, c'est le blanc, c'est le silence, c'est le malaise, et puis je rentre à la maison. Puis je me suis dit, là, non, je vais pas rentrer à la maison. Puis il faut savoir que j'ai un père qui n'a jamais regretté aucun de ses actes, gestes ou mots. Il en est extrêmement fier. Donc, c'est très compliqué de faire comprendre à quelqu'un, si on a une attente de la part d'une personne comme ça, qui vous disent, je suis désolé pour ce que j'ai fait, on va attendre longtemps. Du coup, je lui ai dit, écoute, moi, j'ai besoin de tourner la page par rapport à tout ce que tu as fait. Moi, j'ai ma vie maintenant, je vis tout seul, je suis dans mon coin. Je te pardonne parce que tu n'as pas su faire différemment. Mais à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus le droit de faire ça. Il a bien sûr mal pris, il n'a pas compris. Ça a été très conflictuel encore pendant 2 semaines et après, j'ai coupé les ponts. J'ai aucun regret parce que j'ai une nouvelle vie qui a commencé par derrière. Au jour d'aujourd'hui, j'ai plus de contact avec lui ni avec ma mère tout court parce que, bon, après, ils sont entrés dans une secte qui fait qu'ils sont encore plus isolés que ce qu'ils étaient avant. J'ai aucun regret par rapport à ça. Il ne me manque pas. C'est assez spécial. Hein. Parce que quelque part, il n'a aucun moment, il y a eu un moment de tendresse ou d'amour ou quoi que ce soit. Il ne peut pas nous manquer ce qu'on n'a pas connu, tout simplement. Et du coup, depuis, je vais bien, j'ai repris un peu confiance en moi, mais il y a encore des restes, des séquelles. C'est quand on commence quelque chose, je vais écrire un mail, je ne sais pas moi, à Barack Obama, je vais le prendre en photo, je ne vais jamais y arriver. Il y a cette espèce de petite voix du père qui est encore là, parce que c'est inscrit dans les gènes, en fait, du moment où c'est depuis petit. Donc moi, je m'en suis affranchi en partant, tout simplement, et sans me retourner. C'est, je pense, ça le plus compliqué. Je donne un peu ce conseil des fois à des personnes qui sont autour de moi, qui ont un rapport très, très conflictuel avec leurs parents. Je leur dis simplement, il faut couper les ponts, dans un premier temps, mais il y a cette espèce de prison, moi j'appelle ça une prison, cette espèce de devoir de loyauté qu'on a vis-à-vis de nos parents parce qu'ils nous ont donné la vie. C'est une prison parce qu'à un moment donné, par loyauté, je dois rester avec mon père ou ma mère, même s'ils me font du mal, même s'ils sont en train de détruire ma vie, parce que c'est pas parce que c'est ton père ou ta mère qui peut pas détruire ta vie. Ça arrive malheureusement et puis il faut en prendre conscience rapidement. Si tu prends pas conscience de ça, ils auront détruit ta vie jusqu'au bout. Ouais, c'est intéressant parce que tu viens vraiment sur cette croyance. Hein. Oui. Avec ta famille, il faut être loyal. Et puis, finalement, on se rend compte, et moi je l'ai vécu aussi hein, personnellement, d'avoir coupé les ponts avec une très grande partie de ma famille parce que moi j'ai perdu mes parents jeunes. Et c'est vrai que par rapport à la société, on nous regarde un peu de travers. Oui. C'est pas quelque chose de courant. Et voilà, et on casse cette croyance-là, moi j'ai l'impression. Oui, on la casse et je pense que, je dirais que des fois, je discute des fois avec une amie qui a eu le même vécu de son côté, avec son père, et qui elle, en fait, moi j'ai encore un petit peu une espèce de culpabilité des fois qui revient en disant ah, ça reste ton père, c'est pas cool de ta part de faire ça, et je me sens coupable de pas avoir de manque. Il me manque pas. Si aujourd'hui tu me dis est-ce que ton père te manque, je te dirais non. Je vais pas te mentir en disant oui, il manque, ma mère, elle manque. Non, aucun des deux me manque, en fait. Et ça, en fait, je me dis des fois, est-ce que c'est pas, je suis pas en train de refaire d'une autre manière un petit peu un schéma, pareil, mais puis ça passe, mais ça fait partie de cette espèce de manière qui nous avait de nous marteler puis de nous culpabiliser pour tout. Hein. Tous les malheurs qui arrivaient dans la famille, c'était forcément de ma faute. Le cancer de ma mère, c'était de ma faute. Son cancer, c'est sa faute. Et puis j'aimais bien rire dans un temps. Je pense que le meurtre de JFK, c'est de ma faute aussi. À un moment donné, je vais dire, voilà, il y a une limite à pas dépasser. Et puis c'est quand j'ai commencé à avoir un peu plus clair dans son discours que j'ai commencé à prendre des distances. Et là, il est devenu encore plus violent. Puis je suis parti. Mais je pense que si on fait ça, il faut pas se sentir coupable. Pas un seul instant. Parce qu'on a tout donné. Ouais, c'est un beau message, mais parfois c'est difficile. C'est difficile, et puis surtout qu'on donne un père et une mère, ça s'aime naturellement, c'est dans les gènes. On aime la personne qui nous bat, on aime la personne qui nous manque de respect, qui nous maltraite. J'ai eu dans ma courte carrière policière des personnes qui m'ont expliqué mon père m'a violé, mais je l'aime.
C'est pas quelque chose qu'on explique. Mon père m'a pas violé, pour ma part, mais c'était une autre agression physique et on n'arrive pas à l'expliquer. Là, avec du recul, j'arrive pas à t'expliquer pourquoi à ce moment-là, j'avais encore de l'amour pour mon père, de la tendresse. J'attendais que le moment de violence passait, puis après, il pouvait être gentil. De temps en temps, il faisait un petit sourire, et puis c'est bon, ça effaçait tout le reste, qui était très important quand même. Bien sûr, oui. Mais avec je pense avec le temps, les années, l'expérience de la vie qui fait que... Puis après, la vie nous met sur le chemin des gens qui nous font rendre compte. Moi, pour ma part, c'est mon patron d'apprentissage qui m'a beaucoup aidé dans ce cheminement de raisonnement, de dire, faut que tu partes très vite de la maison si tu veux sauver ta vie. J'entends que tu as beaucoup de ressources et tu vas chercher aussi des ressources pour être qui tu es aujourd'hui. Donc, on arrive gentiment au terme de notre petit moment ensemble. Oui. Est-ce que tu aurais envie de partager justement ces ressources avec nos auditeurs? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui t'aide justement à te reconnecter quand vraiment il y a du trop-plein ou que tu as besoin de te ressourcer? Bon, après, les auditeurs n'ont pas forcément tous mon vécu. Moi, j'ai un vécu qui est particulier. Je viens de la guerre. Je me suis battu pour être en vie. J'ai dormi dehors dans la rue. J'avais faim. J'étais malade. Enfin bref, pas dans une bonne condition physique. Et puis, aujourd'hui, je vis dans un appartement. J'ai la vue sur le lac. Et puis, j'ai un frigo rempli. J'ai un toit. Et puis, le ciel de la Suisse n'est pas habité par les avions qui veulent mettre des bombes. Donc, en fait, quand j'ai un trop-plein, quand tout va bien, je refais ma vie, en fait, simplement. Je retrace tout mon parcours. Je pense qu'il faut des fois savoir s'arrêter et puis regarder tout ce qu'on a accompli. Même les petits accomplissements. Et puis quand on commence à les compter, ça commence à en faire beaucoup. Sauf que l'humain, lorsqu'il est arrivé là, il dit maintenant c'est bon, je suis là, maintenant je vais être là. Aller encore plus loin, c'est naturel, c'est humain de vouloir aller plus loin, plus haut, des plus belles réussites, des plus grandes réussites, parce qu'on a tous envie d'être heureux à notre façon, selon nos critères de bonheur à nous. Mais on oublie ce qu'on a accompli. Et quand il y a un trop-plein, moi, ce que je fais souvent, c'est la nuit. J'ai l'observation du ciel. J'aime beaucoup. Surtout quand il n'y a pas de nuages, c'est cool parce qu'il y a tous les étoiles. Puis en fait, quand tu regardes dans le ciel, tu te dis qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, une fin. Il y a un mur, c'est bon, c'est fini. L'univers s'arrête là, c'est la fin du jeu, il n'y a plus rien après. C'est infini. Et cet infini nous fait nous rendre compte qu'on est tellement petit ici sur la Terre que finalement, c'est pas si grave ce qui arrive. Puis est-ce que tu as un livre qui t'inspire, un auteur, une personne que tu aimes bien suivre justement pour te ressourcer relationnellement ou qui te donne des tips utiles dans ta vie? Alors j'ai un livre que je lis beaucoup et que je pratique en ce moment qui s'appelle La loi de l'attraction pour les nuls. La série pour les nuls. Je ne me souviens pas de l'auteur qui a écrit ça. C'est une dame qui est serbe d'ailleurs, c'est marrant. Parce que ça t'explique un petit peu le principe de ce qu'on attire en fonction de ce qu'on est. Et puis il y a des exercices très très concrets. Typiquement l'exercice du cerveau qui ne sait pas faire la différence entre la réalité. Si maintenant ce qu'on est en train de vivre pour ton cerveau, c'est la réalité, que tu fermes tes yeux, que tu es en vacances sur une île, pour lui c'est toujours la réalité. Il ne sait pas faire la part des choses. Partant de ce principe-là, ton cerveau, tu peux casser un tout petit peu ces fausses croyances que tu as. Je sais pas, l'argent c'est pas fait pour moi, le bonheur c'est pas fait pour moi, le respect c'est pas fait pour moi et l'amour n'est pas fait pour moi. De toute façon la fille elle va pas me trouver assez beau, elle est trop belle pour moi, ce poste il est trop beau pour moi, je vais jamais pouvoir y arriver, etc. Et tout ça c'est lié à des peurs. Et puis en fait dans le livre il y a des exercices très concrets, on se prend un challenge, allez, on a un objectif à atteindre, on le met sur une petite feuille, je sais pas, je vais perdre 15 kilos dans 2 mois, voilà. Je vais perdre 15 kilos dans 2 mois. Et en fait, on lit cette feuille 3 fois par jour pendant 2 à 3 minutes. On lit la feuille, on la ferme, on ferme les yeux et on imagine à quoi on ressemble avec ces 15 kilos de moins, à quoi ressemblerait notre vie, pourquoi on veut les perdre. Et on essaie de ressentir le plus le sentiment qu'on a de légèreté dans le corps, par exemple, quand on perd 15 kilos. Au bout d'un mois, ça marche. Moi, je n'ai perdu, j'en parle parce que je n'ai perdu 16 là, en un mois, parce que j'ai fait cet exercice-là, tout simplement. Donc moi, c'est ce livre-là, c'est La loi de l'attraction pour les nuls. Et ensuite, ce que j'aime bien, je n'ai pas un livre en particulier ni un auteur, mais j'aime beaucoup lire les faits vécus, les récits des gens qui ont eu des vies pas faciles et qui ont réussi soit dans le sport, soit dans l'entrepreneuriat, ou surtout les gens qui ont réussi dans le travail d'entrepreneuriat, parce que il ne suffit pas juste de travailler très durement pour réussir financièrement sa vie. Des fois, on bosse beaucoup, on a beaucoup de travail et beaucoup d'énergie pour très peu de résultats. Donc, il y a une manière de faire aussi. Donc, j'apprends beaucoup des faits vécus des gens, un petit peu à gauche, à droite. Et aujourd'hui, si quelqu'un veut se faire prendre en photo par toi, comment il doit s'y prendre? Il me contacte.
Ok, contact. De toute façon, je donnerai ton site internet. Oui, il y a mon site internet, il y a le bouton contact, il y a mon D'accord. numéro de téléphone ou un message à m'écrire. On s'appelle et puis il m'explique ce qu'il ou elle souhaite comme image. Et on se voit, puis ça se passe très bien, avec beaucoup de Super. facilité. Génial. Et tu es aussi présent, je précise, sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn. LinkedIn, Facebook et Instagram. Ok, génial. En tout cas, je te remercie infiniment pour notre échange. Avec plaisir. Merci en tout cas pour tous ces partages et ce que tu as donné de toi. Pas de problème, avec plaisir. Et je te dis à bientôt. À bientôt. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Et comme toujours, je vous encourage à me laisser des témoignages, me poser des questions, soit sur ma boîte vocale, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, ou par email sur mon adresse sandrine@l'artdeconnecter.com. Et bien évidemment, je serais ravie, si mon concept vous plaît, que vous puissiez me soutenir en parlant autour de vous de l'art de connecter, en me mettant des avis et des petites étoiles, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à partager ce qui vous a plu sur les réseaux sociaux pour permettre à un maximum de personnes de découvrir l'art de connecter. Et enfin, prenez le temps de parcourir mon site internet l'artdeconnecter.com où vous allez pouvoir découvrir mes différents services en lien avec l'outillage de la communication, la connexion et les compétences relationnelles. Je vous dis à très bientôt. Pour moi, l'art de connecter les gens, c'est de connaître les forces et les faiblesses de chacune des personnes de son réseau, amis, collègues, famille, et de savoir qui serait leur meilleur complément pour un projet, un problème, une envie. Il faut oser dire ce qu'on pense. L'art de se connecter, c'est rapprocher les civilisations. Connaître pour mieux unir.